Salut les aventuriers, ici Mister Geopolitics. Il y a 15 ans, tous les pays du monde et les grandes institutions internationales se sont mises d'accord pour atteindre des objectifs de lutte contre la pauvreté. Résultat, au bout de ces 15 ans, la pauvreté a vraiment diminué. Bon, il y a encore des grandes inégalités entre les différentes zones géographiques, mais franchement, on a vachement avancé. Et ça c'est dommage, mais on le voit pas assez souvent aux infos. Du coup, dans cet épisode, je vous propose de faire une sorte de tour du monde de la pauvreté, savoir ce que c'est, où est-ce qu'elle se trouve, comment on la mesure, et surtout montrer les grandes difficultés pour prendre une décision pour lutter contre la pauvreté. Et c'est vachement important de bien maîtriser cette notion, puisqu'à l'avenir, on va traiter d'autres sujets qui découlent de la pauvreté. Allez, faites votre sac, on est parti. La pauvreté, c'est un sujet que j'ai adoré filmer sur le terrain ces dernières années, au Mexique ou en Méditerranée. C'est un sujet vraiment passionnant qui touche directement l'homme et sa dignité. Une personne pauvre, c'est quelqu'un qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour lui permettre de satisfaire ses besoins fondamentaux et se développer normalement. Ce n'est donc pas uniquement une question d'argent. Le programme des Nations Unies pour le développement va plus loin dans sa définition. Selon eux, quelqu'un se trouve en situation d'extrême pauvreté lorsqu'il peine à trouver eau potable et nourriture. Si ses conditions de vie s'améliorent mais que ses difficultés à présent sont d'obtenir de quoi s'habiller, se loger et se chauffer, il se trouve alors dans une situation de pauvreté générale. Ça traduit des revenus insuffisants pour satisfaire des besoins pourtant essentiels à une vie décente. Enfin, la pauvreté humaine regroupe l'analphabétisme, la malnutrition, ou encore une longévité réduite due à des maladies qui pourraient pourtant être évitées. La pauvreté est universelle. Elle touche tous les pays du monde, aucun n'est épargné. Et elle existe depuis que l'homme est apparu sur Terre. Autrefois, c'était entre autres le rôle des religions que de s'occuper des pauvres, en intégrant l'aumône et la solidarité. Ce n'est qu'après la révolution industrielle au XIXe siècle que l'on a pris à cœur cette question sociale. Les gouvernements s'efforcent de la contrôler, tout d'abord parce que la pauvreté est une forme de violence qui fait souffrir les gens. Mais aussi parce que des inégalités trop marquées entre les pauvres et les riches, ça peut déboucher sur des conflits sociaux, ce qui menacerait le pouvoir du gouvernement. Pour mesurer la pauvreté, le programme des Nations Unies pour le développement utilise une démarche qui englobe ce qu'ils appellent la réalité sociale. De son côté, la Banque mondiale reconnaît que la pauvreté est un sujet très complexe, mais elle préfère adopter une démarche plus monétaire. Du coup, le PNUD s'est armé d'un indicateur composite, l'indice de pauvreté humaine, tandis que la Banque mondiale utilise, elle, les seuils de pauvreté. L'indice de pauvreté humaine se calcule différemment selon qu'il s'agit d'un pays pauvre et en développement, ou d'un pays plus riche. Dans les deux cas, on prend en compte la longévité des habitants, qui se calcule en prenant le pourcentage de personnes qui risquent de mourir avant 40 ans. On prend aussi dans les deux cas le niveau d'instruction, calculé avec le pourcentage d'adultes analphabètes. Et enfin, dans les deux cas, on prend aussi les conditions de vie, qui est un mélange du pourcentage d'individus qui sont privés d'eau potable, du pourcentage de personnes qui n'ont pas accès aux services de santé, et au pourcentage des enfants de moins de 5 ans qui souffrent de malnutrition. La seule chose qui change, c'est que pour les pays développés, on prend un critère en plus qui est l'exclusion des pauvres. Et ça, c'est parce que le sociologue français Serge Pogam a défini qu'il y avait 3 types de pauvreté. Ça comprend en premier la pauvreté intégrée, qui est la forme traditionnelle de la pauvreté, qui résulte du développement à long terme des pays. Ça touche une large partie de la population, mais ils ne sont pas stigmatisés, ils sont intégrés à la société. Ensuite vient la pauvreté disqualifiante. On la retrouve un peu partout dans le monde, et elle regroupe ceux qui sont à 2 doigts de basculer dans l'extrême pauvreté, ce qui intègre les exclus du système, mais aussi les travailleurs pauvres. Et enfin, une 3e forme de pauvreté que l'on retrouve dans les pays les plus riches, la pauvreté marginale. Ça comprend une faible part de la population, mais qui, elle, est fortement stigmatisée. Ça inclut tous ceux qui ont échoué dans le système actuel. Voilà pourquoi le PNUD utilise un 4e critère lorsqu'il calcule la pauvreté dans les pays développés. Le seuil de pauvreté, quant à lui, c'est un niveau de revenu fixé. Si vous êtes au-dessus de ce niveau, c'est plutôt bon. Si vous êtes en dessous, vous êtes considéré comme pauvre, ou du moins ne disposant pas d'un niveau de vie convenable. Et là, pour le calculer, la Banque mondiale procède elle aussi de 2 manières différentes. En premier, le seuil de pauvreté absolu, qui est utilisé par les pays les plus pauvres et en développement, mais aussi par quelques pays développés, comme les États-Unis. La Banque mondiale calcule le revenu minimum qui permet de s'acheter un panier de produits basiques, utilisé dans tous les pays pauvres, et qui assure un niveau de vie tolérable. Simplement, il y a des écarts de niveau de vie d'un pays à l'autre. Et oui, les pays n'ont pas le même pouvoir d'achat, les prix sont pas les mêmes, et les monnaies n'ont pas les mêmes valeurs. Du coup, on exprime le seuil de pauvreté en parité de pouvoir d'achat, ce qui permet de faire des comparaisons égales entre les pays.
Ainsi, le seuil de l'extrême pauvreté selon les calculs de la Banque mondiale était de 1 dollar par jour et par habitant. En 2005, il a été actualisé à 1,25 $ par jour et par habitant, et en 2015 à 1,90 $. Donc en gros, pour résumer cette méthode pour mesurer la pauvreté, ça veut dire voilà le coût des produits basiques qu'il vous faut pour survivre, vous devez donc posséder tel niveau de revenu minimum. L'approche pour mesurer le seuil de pauvreté relative est plutôt différente. Cette manière de mesurer la pauvreté est utilisée dans quelques pays développés dont la France fait partie. Si on résume grossièrement cette méthode, ça veut dire voici le revenu de tous les habitants de cette société, et voici le revenu minimum qui fait que vous avez moins que les autres et qui est nécessaire pour participer et vivre dans cette société. Pour calculer le seuil de pauvreté relative, on prend le revenu médian, c'est-à-dire que 50% de la population gagne plus que ce revenu et 50% gagne moins. Ensuite, chaque pays fixe le seuil de pauvreté à un certain pourcentage de ce revenu. Par exemple, dans l'Union européenne, on le fixe à 60% du revenu médian. En France, on choisit de le prendre à 50%. Ce qui faisait qu'en 2013, 7,7% de la population française était considérée comme pauvre. Ce qui est intéressant de voir, c'est que bien que la pauvreté mondiale recule, en France, elle a légèrement augmenté depuis 2008 avec les premiers impacts de la crise économique. Donc on l'a vu, la pauvreté ce n'est pas uniquement ne pas avoir d'argent, c'est une notion plus complexe qui englobe plusieurs éléments. L'alimentation, la santé, le travail, l'éducation, les infrastructures et même l'accès à l'énergie. Donc pour chercher à réduire la pauvreté, il faut trouver des solutions qui englobent un ou plusieurs de ces éléments. On va prendre un exemple. Imaginez qu'à partir d'aujourd'hui, vous êtes à la tête d'une région, quelque part en Afrique. Vous recevez un budget qu'il faut que vous allouez à un projet de développement pour réduire la pauvreté. Donc après quelques recherches, vous découvrez que le domaine de la santé est un domaine prioritaire dans votre région. En effet, votre population est assez touchée par des problèmes de malaria. Après quelques échanges avec vos experts sur le sujet, vous découvrez que la manière la plus simple et la moins chère pour lutter contre ce problème, c'est d'utiliser des moustiquaires. Vous partez donc sur cette idée-là. Simplement, est-ce que vous allez demander à votre population d'acheter les moustiquaires ou est-ce que vous préférez leur donner gratuitement ? Si vous leur demandez d'acheter, est-ce qu'ils vont devoir l'acheter au prix du marché ? Ou est-ce que vous allez subventionner une partie pour qu'ils l'achètent moins cher ? Si vous avez choisi de leur donner gratuitement, est-ce que vous acceptez que ces moustiquaires soient produits à l'étranger ? Ou est-ce que vous préférez le fabriquer localement ? Est-ce que vous avez les capacités de produire de telles quantités de moustiquaires imprégnés d'insecticides ? Et surtout, si vous leur donnez gratuitement, est-ce qu'ils vont les utiliser ? Et surtout les utiliser à leur juste valeur. On a relevé des endroits où ces moustiquaires finissaient par être utilisés comme des filets de pêche. Voilà, quelques questionnements qui montrent à quel point il peut être difficile de choisir la politique sociale la plus optimale. D'autant qu'une manière de faire peut très bien marcher dans le pays voisin mais pas dans le mien. Les réponses à ces questionnements ont été grandement facilitées par les travaux de l'économiste française Esther Duflo. Elle a trouvé des manières très précises de mesurer l'impact des politiques sociales pour le développement. Elle s'est notamment rendue au Rajasthan, dans une région et à une époque où seulement 1% des enfants étaient vaccinés. Ce n'est pas parce qu'il n'y avait pas de vaccin ou que les parents ne traitaient pas bien leurs enfants. Au contraire, les vaccins étaient là et ils étaient gratuits, disponibles dans des dispensaires. Et elle a remarqué que si un enfant attrapait la rougeole, les parents étaient prêts à dépenser des milliers de roupies pour le soigner, alors qu'il vivait dans la pauvreté. Surprise de voir que les hôpitaux étaient surchargés, alors que les centres de vaccination avec des vaccins gratuits disponibles étaient complètement déserts dans chaque village, elle a procédé à un test, hasardisé et contrôlé, pour voir ce qui permettait précisément de faire passer les parents à l'action pour faire vacciner leurs enfants. Elle a choisi les 134 villages de la région, et au hasard, elle les a répartis en 3 groupes, A, B et C. Dans les villages A, rien n'avait changé, les vaccins étaient toujours disponibles dans les dispensaires. Dans les villages B, c'était la même chose, sauf qu'elle a cherché à faciliter les choses. Elle organisait des rendez-vous tous les mois, ce qui permettait aux habitants de se déplacer à pied de chez eux pour faire vacciner leurs enfants, et pour être surtout sûrs qu'ils allaient tomber sur un dispensaire ouvert, qu'ils n'allaient pas marcher toute la journée pour rien et perdre une journée de travail. Et enfin, dans les villages C, c'était la même chose que dans les villages B. On facilitait avec des rendez-vous, mais en plus de ça, on offrait 1 kilo de lentilles à la famille pour chaque vaccination réalisée. Et les résultats se sont pas fait attendre. Dans cette région, la technique de la facilitation et de l'incitation était donc particulièrement efficace. La campagne de vaccination dans les villages C était effectivement un peu plus chère que les autres puisqu'il fallait acheter des centaines de kilos de lentilles, mais il se trouve que c'était quand même plus rentable que les autres. Puisque les dispensaires étaient tout le temps pleins, le salaire des infirmières était beaucoup plus amorti. Et c'est grâce à des avancées comme celle-là que l'extrême pauvreté recule chaque jour. En l'an 2000, tous les États du monde et les grandes institutions ont approuvé un plan, les objectifs du millénaire pour le développement. 8 objectifs qui permettaient de guider les politiques sociales des pays. On retrouve en premier la réduction de l'extrême pauvreté, mais on retrouve aussi l'éducation primaire pour tous, la réduction de la mortalité infantile et l'amélioration de la santé maternelle. Il se trouve que l'actrice Emma Watson est l'ambassadrice de bonne volonté à l'ONU pour la promotion de l'égalité des sexes.
Bon, désolé les gars, mais mon anecdote sur Emma Watson s'arrête ici. Si on se focalise sur le premier objectif de réduction de l'extrême pauvreté, on peut voir qu'en 15 ans, les résultats ont été vraiment positifs. En 1990, soit 10 ans avant l'adoption des objectifs du millénaire pour le développement, 13% de la population en Amérique latine et dans les Caraïbes vivait avec moins de 1,25 $ par jour et par habitant. Donc 13% de la population vivait sous le seuil de l'extrême pauvreté. Avec l'adoption des objectifs en l'an 2000, voilà la limite à atteindre que s'étaient fixés les pays. En 2011, l'extrême pauvreté a chuté à 5%, puis à 4% en 2015. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Même chose dans le Caucase et en Asie centrale. De 8% d'extrême pauvreté, on passe à moitié moins en 2011 et à nouveau à moitié moins en 2015. En Chine, c'est assez exceptionnel, car avec son développement fulgurant, on est passé de 61% de la population vivant sous le seuil de pauvreté à 6%, puis 4% en 2015. Même progression exceptionnelle en Asie du Sud-Est, ainsi que dans la région la plus peuplée au monde, mais avec des chiffres un peu plus élevés tout de même. En Afrique du Nord, de 5% on passe à 1%, et vient enfin l'Afrique subsaharienne, où de 57% on passe à 41% en 2015. Donc en gros, en 25 ans et plus précisément pendant les 15 années des objectifs du millénaire pour le développement, l'extrême pauvreté a baissé dans toutes les régions en jaune. Dans ces régions-là, l'extrême pauvreté a fortement diminué, mais en plus de ça, elle est passée en dessous des objectifs fixés. En Afrique subsaharienne, alors que certains la condamnaient à un éternel sous-développement, l'extrême pauvreté a diminué, bien qu'elle reste toujours bien au-dessus des limites qui étaient fixées. Je vais réaliser un épisode centré sur l'Afrique très prochainement pour apporter plus d'informations, mais ce serait trop contraignant de devoir tout traiter ici. Arrivés à leur échéance en 2015, ces objectifs ont été renouvelés jusqu'en 2030 avec les objectifs du développement durable. 17 critères qui prennent en compte plus d'éléments sur la pollution, le réchauffement climatique, la protection de la vie aquatique et terrestre. On retrouve toujours en premier l'objectif pas de pauvreté, qui complète ce qu'on vient de voir. Mais c'est aussi intéressant de relever l'objectif numéro 10, qui fixe une réduction des inégalités. Si on prend les pays les plus inégalitaires en termes de revenus, grâce au coefficient de Gini, on remarque que le pays le plus inégalitaire au monde est la Namibie. Vient ensuite le Lesotho, le Sierra Leone, la République centrafricaine, le Botswana. Et enfin regardez, la Bolivie, la Colombie, le Paraguay, l'Afrique du Sud, le Brésil, le Panama, le Guatemala, le Chili, le Honduras, l'Équateur, le Salvador, le Pérou, l'Argentine. Car oui, l'Amérique latine est la région la plus inégalitaire en termes de revenus. 71% des richesses sont dans les mains de 10% de la population. On explique cela par des systèmes politiques peu démocratiques qui ne permettent pas d'instaurer des modèles économiques qui profitent à tous. Et des inégalités qui persistent, ça signifie qu'une tranche de la population est vouée à rester dans la pauvreté. Voilà pourquoi les inégalités et la pauvreté vont de pair. On voit qu'en 15 ans, les avancées dans le domaine de la lutte contre la pauvreté ont été vraiment remarquables. Encore une fois, c'est juste dommage qu'on ne voit pas plus souvent aux infos. Bon, ça a été remarquable, mais c'est pas parfait. On note encore beaucoup d'inégalités et c'est pour ça que les nouveaux critères d'objectifs de développement durable sont plus nombreux, plus précis et plus ciblés. Parmi les inégalités face à la pauvreté qui restent encore aujourd'hui présentes, on peut en retenir 3. Les inégalités entre les sexes, malheureusement les femmes ont plus de risques de tomber dans la pauvreté que les hommes. Ça c'est dû à la discrimination sur le marché de l'emploi et dans les revenus, mais on note aussi la faible représentation des femmes dans les centres de prise de décision et dans les gouvernements. Inégalité entre zones urbaines et zones rurales. 50% des personnes qui vivent en zone rurale manquent d'installations sanitaires améliorées. Et enfin, les inégalités entre les familles riches et pauvres. À l'échelle mondiale, on observe que les enfants issus des familles pauvres ont 4 fois plus de risques de ne pas être scolarisés par rapport aux enfants des familles riches. Dans chaque épisode, je vous présente des initiatives ou des projets positifs, en lien avec le sujet étudié. Aujourd'hui, c'est au tour de Box School, des écoles mobiles et autonomes en énergie, livrées en conteneurs, ce qui facilite la scolarisation des enfants en milieu rural et pallie un manque éventuel d'infrastructures dans la région. Et pour ceux qui sont plus touchés par la pauvreté d'en bas de chez soi, par le sans-abri qui habite au coin de la rue, et par la marginalisation des pauvres en France, je vous propose de jeter un œil à la chaîne Point de vue social, qui vulgarise le travail social, avec notamment 3 épisodes sur les SDF. Je vous les recommande vivement. Bon alors comme d'hab, je vous mets tous les liens dans la description et vous y retrouverez aussi toutes les sources que j'ai utilisées pour réaliser ce dossier. Si l'épisode vous a plu et que vous pensez que le sujet peut intéresser un de vos potes, n'hésitez pas à lui partager. Si vous voulez plus de contenu, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux. Et pour ceux qui ont le pied marin et qui veulent en savoir plus sur les frontières maritimes, n'hésitez pas à jeter un œil à la vidéo précédente. Allez, à très vite les aventuriers.